Alors ensuite, que peut-on dire de Charles Quint en lui-même? Charles Quint, c'est une personnalité. Il souligne ce caractère impérial, il le conforte. C'est un homme simple, jovial, très proche du peuple, un homme un peu, qui a des côtés, on pourrait dire, bourgeois, un peu comme Louis XI. C'est quelqu'un de très grande intégrité. Il a grand respect pour cette fonction impériale. Il est très catholique, et c'est la religion qui sera le fondement de sa lutte contre les hérétiques. Oui, il y a la question politique, les hérétiques menacent l'unité de l'Empire, amènent à l'éclatement de l'Empire, mais avant tout, les hérétiques sont des hérétiques. Il est dévot, il termine sa vie dans la pénitence, il va abdiquer, voyant en quelque sorte l'échec de sa conception politico-religieuse, politico-théologique, et puis il se retire alors à Yuste, monastère bénédictin, non loin de Madrid. Il va finir ses jours là, comme un simple moine, de façon très fervente, très impressionnante. C'est un réformiste, enfin. Il a une grande sympathie pour Érasme et pour certaines des idées évangéliques. Je vous disais qu'il n'était pas si fâché que cela du sac de Rome, qui administre une bonne leçon au pape Clément VII et aussi à toute une clique d'ecclésiastiques qui ne sont pas recommandables par leur mœurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Après ce sac de Rome, les apologies qu'il va commander à Valdès sont bien empreintes de ces idées réformistes. Il s'agit du dialogue entre Lactance et un archidiacre. Lactance est un chrétien du début du IVe siècle, un chrétien écrivant en latin et qui a dénoncé, il est très connu pour son De Mortibus Persecutorum, il dénonce les païens, il met en lumière que les païens sont déjà châtiés ici-bas. Il y a un côté de justice immanente dès maintenant. Et c'est cela que veut souligner Charles Quint dans ce dialogue, donc composé par Valdès, mais commandé par l'empereur, avec un archidiacre. Voilà, Lactance tire la morale du sac de Rome. La morale du sac de Rome, c'est que c'est un jugement de Dieu justifié à cause des péchés des clercs, à cause des péchés des ecclésiastiques. D'ailleurs, c'est un thème que les protestants ne sont pas loin de partager. Il va donc faire tous ses efforts pour reconstituer l'université. Quand je veux dire université, c'est-à-dire l'unité chrétienne universelle que Luther a brisée. C'est une grâce particulière de l'empereur, dit-il. Donc, un rôle tout spécial que d'être l'homme de la paix, de l'universalité chrétienne. C'est en 1530 donc, à la Diète d'Augsbourg, qu'il expose ce rôle de l'empereur de maintenir la paix, qu'elle soit religieuse ou politique. Pour terminer, on doit dire que Charles Quint a fédéré sur lui les attentes d'un Messie, d'une ère de paix. On sort d'un Moyen-Âge ravagé par des fléaux, guerre, famine, peste. On arrive à ce beau XVIe siècle, ces découvertes enthousiasmantes de l'Amérique et des nouveaux territoires, cette redécouverte de la culture latine,
grec, l'hellénisme, les grandeurs antiques, Charles Quint pourrait être comme l'empereur des derniers jours, qui annonce donc le Messie. Ce messianisme se trouve renforcé, ce messianisme chrétien se trouve renforcé en particulier en 1492 par la prise de Grenade. C'est une grande victoire, alors que les Turcs n'ont jamais été aussi forts, soit par leur flotte, soit par leurs troupes, leur armée de fantassins. Grenade libère enfin définitivement l'Occident l'Espagne, n'est-ce pas, l'Occident de l'Occident, on pourrait dire, délivre définitivement de leur danger. Et donc cette victoire de la Reconquista rejaillit alors sur le souverain espagnol, qui va être Charles Quint 15 ans plus tard. Et qui va être d'ailleurs poursuivi en 1509, parce que par la prise d'Oran, c'est la poursuite, n'est-ce pas, de la reconquête. Non seulement on a reconquis nos territoires chrétiens, mais on va plus encore, on va reconquérir toute l'Afrique jadis chrétienne, et puis le Moyen-Orient et la Terre Sainte. Cette unification de l'Espagne est donc la première marche, la première étape avant une croisade et la réalisation d'une monarchie universelle qui ira jusqu'en Terre Sainte. C'est une thèse qui est développée à l'époque par n'importe qui. Christophe Colomb lui-même, dans les livres des prophéties en 1501-1502, soutient cette thèse de la monarchie universelle chrétienne, et la découverte de l'Amérique par des chrétiens renforce cette thèse. Et vous avez de multiples autres auteurs espagnols, Inigo de Mendoza, Rodrigo Ponce, de León, ou frère Juan Alamani. Et alors on s'invente une petite mythologie, une petite descendance d'histoire sainte. Les Ibères, les habitants d'Espagne, sont des fils de Japheth, remontent jusqu'à Tubal et ont reçu la bénédiction pour la domination universelle. Et donc on s'appuie sur le livre de la Genèse 9 et 27. La colonisation est vue comme une mission, une œuvre missionnaire en Amérique. Alors, voilà, nous voyons avec ce personnage assez exceptionnel par son héritage très gratifiant. Nous voyons comment a été renforcé le thème de l'Empire universel chrétien. C'est l'empereur, en 1520-1530, c'est l'empereur qui donnera la solution aux aspirations de douceur et de désir de paix. Pas l'empereur, pas le pape. Le pape a été corrigé de son impiété. C'est l'empereur, lui, qui sera vraiment l'homme qui est l'homme providentiel. Gattinara, juste après l'élection de Charles Quint, « Sire, Dieu s'est montré plein de bonté à votre égard. Il vous a élevé au-dessus de tous les rois et princes de la chrétienté, et vous a conféré un pouvoir qu'aucun souverain n'a connu depuis votre ancêtre Charles le Grand. »
Charlemagne. Il vous a placé sur le chemin de la monarchie mondiale et de l'unité de toute la chrétienté sous la loi d'un seul berger. C'est le compliment de Georges Gattinara après l'élection impériale. Les humanistes ont été séduits par cet empereur parce qu'il est romain et parce que sur lui s'étend l'héritage antique. Donc on pourrait parler de Pétrarque. Pétrarque, Italia Mia, Africa, donc dans ses poèmes, il utilise donc toutes les ressources de la langue latine pour célébrer l'empereur, oui, l'empereur du Nord, n'est-ce pas, mais qui reviendrait à une Italie impériale. Charles Quint aurait quand même bien voulu se faire couronner à Rome. Clément VII a préféré Bologne, après la gifle que l'empereur lui avait administrée par le sac de Rome. Il a trouvé juste, n'est-ce pas, de déplacer ce couronnement à Bologne. Bon, alors, l'unité n'est pas complète autour de ces idées impériales. Les théories d'humanistes rejettent l'Empire au nom de la liberté. Vous avez par exemple l'humaniste Bruni dans l'Histoire de Florence, qui célèbre plutôt les communes, les villes, les cités médiévales, qui s'élèvent à mesure que l'empereur est en déclin. Les empereurs, les empires ont produit des calamités en Italie. Machiavel, dans son Histoire florentine, le souligne. Érasme lui-même se trouve un peu en retrait par rapport à Charles Quint. Le vrai monarque du monde, dit-il, c'est Jésus-Christ, et c'est lui qui fera la concorde entre les rois. Donc c'est dans sa lettre au duc de Saxe, préface à Suétone, 1517-1518. Érasme est opposé à un empire temporel. Il va développer, Érasme, des idées, n'est-ce pas, célébrant moins l'Empire. L'Empire, oui, c'est un lien entre l'Église et les rois, dit-il, pour diffuser l'Évangile. Il parle de cercles concentriques. Vous avez la charité au centre. L'Église autour, l'Empire, et enfin les rois. Donc c'est ce schéma que Érasme établit en 1522 dans sa paraphrase sur Saint Matthieu, dans la dédicace de cette paraphrase qu'il fait. Et donc vous voyez que l'Empire n'est pas le plus près de Dieu, pas, bon, parce que ça c'est la charité de Dieu bien sûr. C'est l'Église. Bon, il rappellera bien sûr que l'Empire a un rôle de maintenir la paix dans son panégyrique à Philippe le Beau, qui date de 1504 et qui va être très souvent réédité après, dans son bréviaire d'éducation politique qu'il rédige en 1515 pour le duc de Bourgogne, bréviaire d'éducation politique, et qui a été commandé par Jean le Sauvage, chancelier.
Le titre exact, c'est Institutio Principis Christiani, l'institution, le fondement d'un prince chrétien. Dans la Querella Pacis, qui est une nouvelle commande du chancelier Jean le Sauvage, il va insister encore une fois sur la paix, qui est la mission première de l'empereur, au nom de l'Évangile. Et cette paix étant supérieure à tout, l'empereur doit être prêt à abdiquer ses droits et même à renoncer à des territoires si la paix est en jeu. Il te faut plutôt travailler à te défaire de quelques parties de ton empire qu'à en acquérir de nouvelles, écrit-il dans son épître dédicatoire de l'Institutio Principis Christiani. Épître, c'est-à-dire lettre dédicatoire, dédicace en 1516. Donc, pour Érasme, l'empire de Charles Quint, l'empire romain germanique, n'est pas un empire conquérant, dominateur. C'est celui qui est prêt à abdiquer son pouvoir pour maintenir la paix entre les rois ou pour transmettre l'Évangile, faciliter la transmission de l'Évangile depuis l'Église jusqu'à tous les autres royaumes. Érasme met en garde Charles Quint contre l'ambition, et en particulier cette ambition démesurée d'Alexandre le Grand, qui a conquis un empire aussi grand que vain et éphémère. Charles Quint a ignoré ces leçons d'Érasme, il a voulu jusqu'au bout faire triompher son droit, en particulier pour récupérer la Bourgogne qui avait été intégrée dans le royaume de France. Dans son testament de 1548, le testament de Charles Quint maintient jusqu'au bout la conservation de ses droits, même les plus anciens, sur Arles, Lyon, Dauphiné, Orange, Valence, la Provence, la Bourgogne, alors que ce sont des régions qui ont été intégrées à la couronne de France, parfois depuis un siècle et demi, 2 siècles. C'est le cas d'Arles, qui est français en droit depuis 1364. Et jusqu'au bout, son désir de récupérer la Bourgogne, en particulier, va être la cause de son échec final en 1552, dans la dernière campagne, alors qu'il a finalement réussi à mettre au pas militairement les protestants allemands, attirés, voulant mettre la main sur la Bourgogne et donc pour cela vaincre le roi de France, et en l'occurrence c'est Henri II. Il va jusqu'au bout exercer ses armées contre la France et finir par échouer à Metz en 1552. Et en même temps qu'il échoue, pour avoir poursuivi ce vain fantôme de la Bourgogne, eh bien il perd tout. L'échec de Metz le force à abdiquer, à accorder des droits aux protestants. Ce sera la paix d'Augsbourg. C'est un échec. C'est un échec de fait avec l'abdication de Charles Quint. Alors, les idées impériales, elles vont demeurer, nous allons le voir, en Espagne, en Russie, en France, en Angleterre. Tous les rois vont être fascinés par cette titulature impériale. Ils vont tous jouer de l'Empire. Henry Imperial, c'est le titre que se donne Henri VIII, par exemple. Ils vont récupérer les apparences des rois romains. François Ier à Fontainebleau se fait représenter cuirassé, le casque romain, l'épée romaine à la main. Donc il y a une fascination pour ces empereurs romains anciens, et ça c'est tout à fait compréhensible. C'est lié à la redécouverte de l'Antiquité, de la beauté, du prestige de l'Antiquité. C'est quelque chose de très humaniste. Et alors,
tous les princes de l'époque sont pleins de ce désir, et en même temps, la réalité, c'est que bien l'empire du monde, de fait, a existé dans les mains d'un seul, c'est Charles Quint, mais c'était en passant. Il n'a pas pu assurer son empire, il n'a pas pu le maintenir, le consolider, il a toujours été à la recherche, il a toujours couru après une certaine aisance financière qui lui aurait permis d'asseoir ses conquêtes avec ses armées, une administration et même très certainement aussi ramener autour de lui une certaine unité politique des princes et des cités allemandes. Mais voilà, pour être élu empereur, il avait dû payer les électeurs 800 000 ducats d'or, c'est-à-dire l'équivalent de 2000 kilos d'or, qu'il va emprunter au banquier Fugger. Quand je dis au banquier, c'est toute une famille, et qui va gréver son empire, son règne impérial, jusqu'à l'abdication de 1552-1555. C'est là le drame de cet empire romain germanique qui reconstitue de façon très éphémère et qui même dépasse toutes les grandeurs des empires qui l'ont précédé, mais finalement, c'était une baudruche.